Salut à tous! Bonjour tout le monde. Comment vous allez? Ouais, on espère que vous allez bien. Allez, moi je vais me connecter aussi, comme ça je vais voir le chat. Hop. Donc on se retrouve en ce samedi matin, Enfin, matinée. apéro quoi. C'est ça. Donc l'objectif, toujours pareil, c'est la même chose sur ce type de live, c'est de répondre à vos questions. Déjà. Exactement. Et on en profite pour mettre une thématique. Voilà. C'est ça. L'idée c'est de discuter avec vous. On a mis une thématique aujourd'hui sur le financement et on discute, on échange, on répond à vos questions en direct. Donc évidemment, la thématique, comme tu l'as dit Renaud, ça, on va parler du financement. Financement en ce moment, c'est compliqué. Compliqué donc en 2022, compliqué en 2023. Est-ce que finalement le financement est complètement bloqué dans le sens c'est impossible de faire un crédit? Alors c'est bloqué si on s'y prend pas bien. Et sinon, on arrive à se faire financer. Alors, voilà. On va en parler, ouais, d'accord? C'est un peu le but. L'idée, on va c'était vous donner de... nos astuces et les astuces qu'on donne à nos élèves, évidemment, pour pouvoir se faire financer en 2022 et en 2023, puisque là, on commence à y arriver quand même, on commence à y arriver doucement en 2023, on commence à l'anticiper. Comment on fait pour se faire financer? Allez, dites-nous qui est présent avec nous, parce que là, on ne sait pas. En fait, on voit qu'il y a des présents, mais on ne sait pas qui c'est. Et encore une fois, le but, c'est de faire, voilà, d'échanger, d'avoir du question-réponse. Donc, on aimerait bien savoir qui est avec nous. Allez, on vous écoute. Alors, vous pouvez nous donner votre prénom, vous pouvez aussi nous dire si vous investissez déjà, si vous êtes bloqué par le financement, quel est le projet qui est bloqué par le financement. Voilà, tout un tas d'informations qui vont nous permettre de discuter avec vous et d'orienter notre discours. Vous le savez, pour ceux qui viennent régulièrement, on adapte à chaque fois, puisqu'on est en live, on adapte notre discours à vos besoins, à vos questions et à vos situations. Donc, écrivez-nous dans les commentaires qui est là, parce que pour l'instant, on sait qu'il y a du monde, mais on ne sait pas encore qui est là. Alors, pourquoi le financement, il est compliqué? Alors, le financement, il est compliqué déjà à la base, on va dire à la base, en septembre 2021, et même avant, ça avait été anticipé. C'est le HCSF, c'est le Haut Conseil de stabilité financière, qui est là pour chapeauter en fait les règles du jeu pour toutes les banques en France, qui a édicté des règles pour limiter les problèmes, éviter les faillites et les non-paiements des crédits immobiliers. Du coup, début 2021, ils ont recommandé certaines limitations et certaines règles qui ont ensuite été décidées. C'est un décret cette décision du HCSF de septembre 2021 qui est applicable depuis le 1er janvier 2022 et qui dit quoi? Déjà, on parle du taux d'endettement. Ouais. Alors, on parle du taux d'endettement des personnes physiques et il est limité à 35%. Et aujourd'hui, effectivement, on ne peut pas dépasser les 35%. Alors qu'avant, c'était une recommandation à 33%. Alors, non seulement il est limité à 35%, et si tu as 35,01, ça passe pas. D'accord? Ouais. Ok, c'est vraiment strict. Et en plus de ça, et c'est presque le pire, on ne peut pas appliquer le taux différentiel. C'est-à-dire que le calcul du taux d'endettement, il y a deux façons de le calculer. Une façon classique, où on va avoir une division pour calculer un ratio entre tes revenus et les sorties d'argent. Et puis, il y a aussi effectivement un calcul différentiel qui est légèrement différent, mais qui permet d'intégrer en fait les revenus des loyers quand on fait un investissement locatif, là où on ne les intègre pas de la même façon dans le calcul classique. C'est beaucoup plus avantageux pour les investisseurs locatifs pour pouvoir enchaîner, pour faire les biens. C'est ça. En fait, avec un calcul différentiel, si tu fais de bons investissements qui sont rentables, ton taux d'endettement va être maîtrisé, voire il va diminuer. Voilà. Si tu prends vraiment bien, il va diminuer carrément. Grosso modo, un rendement brut d'un investissement au-delà de 8%, il te fait diminuer ton taux d'endettement. C'est à la louche à peu près. Il y a un calcul un peu plus complexe, mais c'est à peu près ça. Du coup, ça fait donc diminuer notre taux d'endettement. C'est bon pour pouvoir continuer d'investir. Allez, dites-nous dans le chat si vous avez déjà investi, si vous êtes bloqué par la banque, si vous êtes bloqué sur quel type de bien, quel montant, etc. Et comme ça, après, on continue de vous expliquer ce qui se passe et quelles sont les solutions qu'on a trouvées pour financer nos élèves, effectivement, financer les projets de nos élèves. Alors, HCSF, un point positif, c'est que dans le calcul du taux d'endettement, qui est important, parce qu'on a dit que c'était bloqué à 35%, avant, les banques, sur les loyers que prenait en compte la banque, en général, ils appliquaient un ratio
de 0,7, donc 70%. C'est-à-dire qu'ils tenaient compte, non pas de 100% des loyers, mais de environ 70% des loyers. Donc, ça, c'était avant. En comptant que les 30%, les autres 30%, c'était les charges. Alors, c'était pas toutes les banques à 70, hein. T'en avais à 65, t'en avais à 80, etc. Voilà. Mais globalement, c'était aux alentours de 70%. Et depuis le HCSF, ils ont clairement remonté ce ratio, hein, entre 98% et 100%. Voilà. Ouais, bon, ça aide un peu à maîtriser le taux d'endettement, mais enfin, même avec des immeubles très rentables, ton taux d'endettement est grimpe. C'est ça, en fait, le calcul fait que, de toute façon, à chaque fois que tu investis, ça fait augmenter le taux d'endettement. Ça augmente moins fort si tu as un investissement très rentable, mais l'idée, c'est effectivement c'est que ça monte quand même. Donc, à un moment, tu vas de toute façon être bloqué. Et, que tu aies ta résidence principale ou pas, tiens, c'est une question qu'on a souvent, que tu aies ta résidence principale ou pas, effectivement, dans le taux d'endettement, si tu es locataire, tu n'es pas endetté, mais la banque va de toute façon appliquer quand même dans le calcul, elle va utiliser ton loyer dans le calcul du reste à vivre. Donc, tiens, c'est une question qu'on a régulièrement, que tu sois locataire ou propriétaire, grosso modo, ça ne change rien. Donc, HCSF, on vient d'en donner les grandes lignes de la limitation. Maintenant, ça s'applique aux personnes physiques. Ouais, truc qu'on n'a pas dit encore. Les règles, effectivement, elles s'appliquent effectivement uniquement aux personnes physiques. Mais il y a un gros mais ben. C'est-à-dire que les banques classiques, les banques que tu connais classiquement et que tu es déjà peut-être allé voir, hein, si tu as eu des refus de prêt ou si tu es aujourd'hui bloqué, les banques classiques ont rajouté en plus une surcouche pour les personnes morales et où elles appliquent les mêmes contraintes du HCSF, en particulier aux SCI, qui sont pourtant des personnes morales, même les SCI à l'IS, elles vont quand même subir ces mêmes contraintes auprès de ces banques-là. Donc, à savoir que donc la loi, c'est d'appliquer les nouvelles règles sur les personnes physiques, donc toi, moi, les particuliers, quand tu achètes en nom propre. Et puis, ces banques-là rajoutent en plus une surcouche au niveau des personnes morales. Alors, en début d'année 2022, on y arrivait. Hein. Tu allais à la banque, une banque classique, tu allais avec une SCI, à l'IS. Tu as certaines banques qui bloquaient déjà, mais la plupart, tu arrives à te faire financer. C'est ça. Et au fur et à mesure qu'on a avancé en 2022, au point, il y avait des banques qui finançaient les SCI à l'IS. Enfin, c'est pas qu'elles finançaient. Au plus, elles appliquaient le HCSF pour les SCI à l'IS, donc ça bloquait. Voilà, c'est ça. Du coup, la solution, c'est quoi? C'est d'aller voir d'autres banques. Alors, il y en a deux des solutions. Tiens, on va parler de la première qui est prévue dans la décision du HCSF. C'est quand même. C'est avoir de la chance? C'est avoir de la chance, exactement. C'est les dérogations. Ça a été prévu hein, dans la décision. C'est pas un article de loi pour le coup, c'est une décision qui est devenue applicable. Ça a été prévu d'avoir un certain nombre de dérogations. Tu as déjà dû entendre qu'il y avait 20% des dossiers qui pouvaient déroger à ces règles du 35% par exemple. C'est la règle la plus contraignante de taux d'endettement. Mais dans ces 20%, ils ont défini que 80% devaient être dédiés à de l'achat de résidence principale pour des primo-accédants. Donc, primo-accédant, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas été propriétaire de sa résidence principale depuis au moins 4 ans. Bon, ben, du coup, il reste 20% de 20%. Donc, il reste 4% de dossiers qui peuvent passer en dérogation de ces règles-là. Et effectivement, les banques, en règle générale, elles conservent ces cas-là particuliers pour leurs gros investisseurs. Je ne sais pas si tu en fais partie, mais si tu n'en fais pas partie, ça va être difficile de rentrer dans ces cas-là. Ça arrive quand même. Ça arrive de temps en temps. On n'en a pas vu beaucoup passer, des dossiers en 2022 qui dérogent à cette règle. Mais ça peut arriver. Donc, tu peux jouer sur la chance de rentrer dans ces 4% de cas particuliers. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, effectivement, c'est d'investir en société et d'aller voir une banque qui n'applique pas les règles du HCSF pour les SCI. Il y en a quand même. Il y en a encore des banques. Il y a des banques étrangères qui n'appliquent pas ces règles-là. Elles appliqueraient le HCSF pour du nom propre, mais pas pour des sociétés, des personnes morales. Et puis, il y a des banques privées qui appliquent stricto sensus la loi et donc n'appliquent pas les règles du HCSF et les fameux taux d'endettement limités à 35%. Et donc, pour les personnes morales. C'est ça, et donc elles appliquent le taux différentiel. Donc, ouais. Ça change tout. À savoir aussi que le taux d'usure n'est pas applicable quand on est un professionnel. Donc, le taux d'usure, c'est aussi pour les particuliers. Et il n'est donc pas applicable quand tu es en SCI. Et à ce moment-là, du coup,
on ne se bloque pas à cause du taux d'usure. Et Avec, ça ouvre vachement de portes. avec ses banques, parce que c'est pareil, la banque, elle peut rajouter une surcouche et dire, moi, je l'applique, le taux d'usure sur les SCI. Donc, tu peux te retrouver bloqué dans les banques classiques. Maintenant, si effectivement, tu passes par ces banques, pas exotiques, mais beaucoup moins connues du grand public, à ce moment-là, tu vois que tu fais sauter les barrières finalement. Tu fais sauter le fait du 35%, tu fais sauter le calcul du taux différentiel et tu fais sauter le taux d'usure. Bon, t'enlèves ces blocages, en fait, il n'y a plus de blocage. C'est ça, il n'y a plus de blocage, il suffit d'arriver avec un bien rentable à plus de 10, Ouais, voilà. 10 11, 12% de rendement, une SCI simple, propre, classique, et à ce moment-là, tu vas pouvoir te faire financer les doigts dans le nez. Donc, c'est quand même plutôt une bonne idée. Donc, effectivement, comment ça se passe dans ces cas-là? On va passer par un courtier. Nous, on a développé des partenariats avec différents courtiers qui donnent finalement, qui vont donner accès à ces banques privées et à ces banques étrangères qui vont pouvoir nous financer dans le cadre de nos projets d'investissement rentables. Donc, il faut effectivement comprendre que en passant par les bons contacts, qui eux-mêmes ont les bons contacts dans ces banques-là, parce que ce ne sont pas des banques où, avec une agence dans ta rue, effectivement, à partir de là, tu peux aller chercher des financements. Salut Tristan, merci pour ton bonjour, salut à toi. Salut. Je ne sais pas si tu fais partie de ceux qui viennent tout juste d'arriver. Si c'est le cas, tu as un peu loupé le début, mais c'est pas grave. On est là pour répondre aux questions. Alors, on vous engage à poser vos questions par rapport à ce sujet du financement. On vient de vous donner effectivement la clé pour pouvoir aller vous faire financer, on vous a expliqué pourquoi. À partir de là, on est là pour répondre à vos questions. On a prévu un peu de temps avec vous. Donc, on vous laisse écrire vos questions dans les commentaires. Du coup, Tristan, est-ce que tu as déjà investi et est-ce que là, tu as un blocage particulier avec des banques? Ou tu peux nous expliquer aussi, alors pas que Tristan, vous pouvez nous expliquer aussi le projet pour lequel vous souhaiteriez investir. Si vous êtes là aujourd'hui, j'imagine que vous avez au moins un projet en tête, peut-être une offre acceptée, peut-être déjà un compromis, peut-être un compromis qui arrive à terme, je ne sais pas. Est-ce que vous avez déjà eu des refus de banque? Pour quel projet? Donc on est là pour en discuter avec vous. Vous savez que c'est le principe du live, on est là pour répondre à vos questions en direct. Bon, sachez qu'effectivement, là, nous, on y allait dans les banques récemment, les banques classiques. Honnêtement, c'est compliqué. C'est compliqué. Maintenant, à travers le réseau que tu parlais tout à l'heure, clairement, les situations sont équivalentes à avant le HCSF. D'accord? C'est-à-dire pas du sans-apport, parce que ça, tu n'en as pas parlé. Ah non, on n'a pas parlé. Ouais. Mais effectivement, là, nous, avec nos courtiers, c'est sans apport. C'est 20 ans, 25 ans. Il y a du différé. Il y a le calcul du taux différentiel. On ne tient pas compte du taux d'usure. On peut investir jusqu'à quel âge? On peut aller faire un crédit. Ah oui, alors ça aussi, c'est un gros avantage, justement. Grâce au fait qu'on ne regarde pas le taux d'usure, on peut investir jusqu'à 95 ans avec certains de nos courtiers. 95 ans, fin de crédit. Donc, ça veut dire que si tu veux faire un crédit sur 20 ans, tu peux démarrer à 75 ans. Donc, sur du locatif, ça commence à devenir quand même très intéressant. Donc, effectivement, on fait sauter aussi ce problème de l'âge qu'on va vite rencontrer à partir de 55, 60 ans. On va rencontrer souvent un frein, un blocage au niveau des banques classiques à cause du taux d'usure. Et le taux d'usure, c'est quoi? C'est le taux de l'emprunt plus le taux d'assurance. Et le taux d'assurance, lui, il grimpe avec l'âge. Donc, c'est pour ça que nous, ce qu'on propose à nos élèves, qui sont souvent bloqués par leur banque, parfois leur banque perso ou leur banque avec laquelle ils ont déjà investi auparavant, ils ont un engagement de la banque qui leur dit oui, c'est bon, vous pouvez encore investir 300 000 euros cette année. Et puis finalement, quand ils arrivent avec le projet, la tête de l'assurance, ça bloque parce qu'en fait, l'assurance devient trop, à cause de l'âge, l'assurance devient trop chère. Bam, le cumul des deux dépasse le taux d'usure. C'est ça, c'est dans les banques classiques. C'est ça. Donc on arrive effectivement à contrer cette problématique. Exactement. Et c'est pour ça que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met nos élèves en contact avec nos courtiers une fois que l'offre est acceptée, parfois quand le compromis est signé, mais souvent on essaie d'anticiper un petit peu les choses pour pouvoir justement discuter avec ces courtiers pour voir un petit peu si leur situation va vraiment passer, comment ça va se passer. Mais on sait qu'aujourd'hui, on a en 2022 plus de 90% de taux de réussite, là où on t'expliquait tout à l'heure que dans les banques classiques, avec un peu de chance, tu peux avoir 4% de taux de réussite de faire passer ton dossier.
dans un financement qui n'est pas toujours à 110%, alors que nos courtiers, eux, ils vont chercher du 110%. Ouais. Donc, ça veut dire pas d'apport. Tu finances aussi, tu finances le bien et tu finances aussi les frais de notaire, les frais bancaires, etc. Bon, après, évidemment, qu'en entrée, il faut que tu aies fait ton travail. Oui. Ton travail, c'est d'aller trouver un bien rentable. D'accord? Ça, c'est la base. On n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais Ouais. avoir fait son travail, quoi. C'est-à-dire trouver le bien rentable, Ouais. avoir des comptes propres et faire ton dossier bancaire. Alors, le dossier bancaire, avec le courtier, il va t'aider. Donc, ça n'est pas trop le problème. Mais si tu vas tout seul, voir des banques classiques, d'accord, et que tu veux tenter ta chance, il faut quand même que ton dossier, tu l'aies bien fait. Voilà. C'est ça, il faut faire les choses bien. Salut Ricky. Salut Ricky, bienvenue. Après, une autre chose aussi qu'il faut prévoir, c'est ça aussi, ça se travaille en amont, c'est d'avoir un dossier propre, avoir un profil propre. J'ai eu la confirmation hier, tiens, d'une personne que j'ai eu au téléphone suite à la conférence qu'on fait en live le mardi soir, qui est venue donc mardi nous écouter, et son épouse est, tiens, je t'en ai pas parlé, mais son épouse est conseillère pro dans une banque, et elle confirmait que effectivement le profil de la personne est super important, le profil bancaire, le profil financier est très important. Savoir mettre de côté, ne pas faire des dépenses inconsidérées, ne pas avoir des crédits conso pour n'importe quoi, ne pas faire des paris en ligne, etc. Ça, c'est des choses très importantes quand tu vas arriver face au courtier pour lui dire, tiens, voilà mon projet d'investissement. Là, ici, dans mon profil, il est propre, bon, financez-moi. Et dans ces cas-là, on sait qu'on frôle les 100% de réussite à ces moments-là. D'accord? Donc, effectivement, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça, ça se prépare en avance. C'est des choses qu'on vous enseigne, qu'on sait enseigner, qu'on sait vous expliquer, pour préparer proprement son dossier bancaire. Tristan, avec une SCI, plus de problèmes d'âge et de taux. Plus ou plus? Il y en a plus, en tout cas. Alors, oui. Oui et non. Oui et non, parce que en fait, ça va dépendre de la banque. Si la banque, elle décide que tu es trop avancé dans l'âge pour finalement assurer la sécurité de ce remboursement, que ce soit en SCI ou en nom propre, ça ne changera pas grand-chose. Il va falloir passer par les bonnes banques pour ça. C'est pas la SCI, si elle a, comment dire, si tu crées une nouvelle SCI, ça ne changera rien. Si par contre la SCI, elle a, je sais pas, 5 ans, 10 ans d'exploitation et qu'elle se porte bien, effectivement, il se peut que presque ton âge soit pas regardé. Enfin, pas regardé. Pas pris en compte dans le sens négatif. Voilà. C'est possible. Pourquoi? Parce que finalement, dans la SCI, déjà, il y a un autre associé et elle tourne, elle est autosuffisante, donc elle a les reins solides, tu vois, dans le cas que je viens de citer. Donc, s'il se passait un problème, on peut se retourner contre la SCI, éventuellement vendre un ou plusieurs biens, récupérer des fonds dessus, etc. Voilà. Après aussi, l'âge, c'est vrai, c'est un sujet. Hein. L'âge, on a dit déjà qu'on pouvait aller investir jusqu'à 75 ans quand même avec nos courtiers. Donc, ça te laisse peut-être un peu de marge, Tristan. Je sais pas quel âge tu as, mais ça te laisse peut-être un peu de marge. Et puis aussi, ce qu'il faut voir, c'est que quand on est en SCI, qu'on est plusieurs associés, l'âge, il va être lissé entre les différentes personnes associées à la SCI. Et du coup, c'est un avantage aussi de pouvoir, entre guillemets, lisser les revenus, lisser les âges, lisser les profils. Vous n'êtes pas obligés d'être tous au-delà de 75 ans avec pas de revenus, c'est sûr, ça va peut-être être plus compliqué. Mais certains associés, si par exemple tu es associé avec tes enfants, du coup ils vont être plus jeunes, ils vont apporter leur âge plus jeune. Toi, tu vas apporter peut-être un patrimoine déjà remboursé, et ça compte dans le dossier patrimonial qu'on va aller proposer au niveau des banques. Puisqu'on vous parle souvent des relevés bancaires, mais dans le dossier bancaire, il y a aussi le patrimoine, la fiche patrimoine qu'on vous propose pour anticiper les demandes de la banque. C'est un peu l'avantage d'ailleurs avec la SCI par rapport au nom propre. C'est qu'au nom propre, il y a des règles bien carrées. Alors qu'avec la SCI, le banquier peut étudier vraiment le dossier en mode peu importe l'âge, peu importe ton taux d'endettement personnel, tu vois, en nom propre en fait. Ça va impacter. Mais c'est au juge arbitre du banquier, d'accord, et de la commission qui est derrière. C'est pas dans les cases. Voilà. Alors, la banque peut appliquer, mettre des cases et dire non, vous avez vous dépassez tant, ou typiquement vous dépassez 35% de taux d'endettement en personnel, même malgré la SCI, on ne vous prend pas. C'est possible.
mais globalement, ça amène beaucoup plus de souplesse et surtout avec nos équipes de courtiers, là, clairement, ça change tout. Et ça sera en SCI, clairement. Oui, parce que effectivement, sinon, la loi, on ne peut pas la contourner. La loi, c'est en nom propre, enfin, ce n'est pas une loi, mais vous avez compris que c'est les règles officielles et applicables depuis le 1er janvier 2022. C'est que la règle des 35%, elle est immuable et on ne peut pas la bouger. Et même le mode de calcul du taux d'endettement a été défini. Donc, on ne peut pas y déroger. C'est pour ça qu'en nom propre, oui, c'est de toute façon de plus en plus compliqué. Et c'est pour ça que Ben, tu viens de dire qu'on allait passer forcément, a priori, très très probablement en SCI. Mais en SCI, voilà, on a aussi l'avantage de partager l'âge, les rémunérations entre les différents associés. Ricky qui nous dit que il est aujourd'hui bloqué, même avec des banques privées, parce qu'il a une holding. Et c'est là où, effectivement, nous, on vous propose des courtiers qui sont spécialisés pour les entrepreneurs et pour les holdings. C'est-à-dire que même si tu es entrepreneur, tu peux faire passer ton dossier chez un de nos courtiers qui est spécialisé, qui sert à ça. Et donc, effectivement, monter une holding au-dessus d'une SCI pour être à 2 personnes, ça fait partie des montages qu'on vous propose. Oui, nos élèves partent chez ce courtier-là quand ils sont, dans ton cas, Ricky, une SCI avec toi en personne physique et ta holding en personne morale, deuxième associé de la SCI. Mais tu as raison, les banques, elles tiquent un peu sur ce montage-là. Et déjà, même avant le HCSF, c'était le cas. D'accord. Ouais, parce qu'en fait, tu es tout seul à tout gérer finalement. Ça ne veut pas dire que toutes les banques refusaient avant le HCSF. Hein. Non. Mais certaines, oula, trop compliqué, pas pour nous. Et j'allais rebondir tout à l'heure quand tu parlais Ben, de l'analyse du dossier. Et c'est vrai qu'on va se confronter parfois en tant qu'investisseur à des banques qui ne vont pas comprendre ou ne vont pas prendre le temps d'analyser plutôt, pas des banques, hein, des conseillers ou des directeurs d'agence, voilà, qui ne vont pas vouloir prendre le temps d'étudier un dossier, d'étudier un bilan. Est-ce qu'ils ont les compétences ou pas? Ça, je ne peux pas le dire, mais souvent ça va être un des problèmes. C'est pour ça que là, l'avantage, c'est que le courtier, lui, va fluidifier le dossier, il va faire une pré-analyse et après, il va aller l'amener à la bonne personne. Vous savez bien que c'est comme quand on fait des travaux, d'avoir le bon contact du bon artisan, ça aide à gagner du temps. Ben là, c'est la même chose avec les courtiers qui ont les bons contacts dans les bonnes banques. C'est ça. Et nous, on est encore au-dessus. En fonction de votre profil, en fonction de votre investissement, de vos investissements, eh bien, on va orienter sur quel courtier on va privilégier. C'est pour ça qu'on a plusieurs courtiers. On a des courtiers qui sont plutôt spécialisés dans les gens qui investissent en mode simple, juste des personnes physiques, etc., des gens qui ne sont pas entrepreneurs. Et à côté de ça, on va avoir des courtiers qui vont plutôt prendre en charge nos entrepreneurs, enfin nos élèves entrepreneurs, et qui vont pouvoir amener le dossier au bon endroit. Bon, si ça vous intéresse, je mets le lien dessous là. Hop. C'est ça. Vous prenez un rendez-vous avec nous. Ah, il est pas parti. Je passe sur bonne fenêtre. C'est ça. Vous pouvez prendre un rendez-vous avec nous. L'idée, c'est ça va le faire, ça va y aller. L'idée, c'est de pouvoir en discuter avec vous et en fonction de votre profil, en fonction de vos. Ce que j'étais en train de dire, c'est qu'en fonction de votre profil et en fonction des projets que vous allez présenter, on va pouvoir vous orienter vers le bon courtier. Et le bon courtier, lui, va vous orienter vers la bonne banque, vers le bon contact. Il va prendre en charge votre dossier, en fait, il va discuter avec vous, hein, c'est un échange, hein, évidemment. Vous allez préparer votre dossier nickel, et puis ensuite, on va l'envoyer dans la bonne banque. C'est l'avantage du courtier. A priori, le message ne veut pas partir. Incroyable. Envoie-le sur mon ordi, je vais voir si ça fonctionne de mon côté. L'idée, c'est de vous amener vers les bons contacts. Nous, on a développé ces partenariats depuis 2022, hein, effectivement. Avant, on avait quelques contacts courtiers pour les gens qui avaient vraiment des profils très particuliers, très bloquants. Maintenant, on sait qu'on envoie peut-être 80-90% de nos élèves qui investissent et ils ont besoin de passer aussi par leur courtier. On vous engage à aller voir vos banques. Et je vois que oui, Ricky, surtout ce que je n'ai jamais fait en plus, c'est un bon exercice pour les débutants. Ouais. Et parce qu'il faut savoir se présenter, donner confiance en fait. Hein. Je rappelle, hein, le banquier va prêter de l'argent, ce qu'il veut c'est qu'on le rembourse, donc il faut lui donner confiance. Confiance en soi, dans sa façon de gérer dans ce projet, et également confiance au projet en lui-même, le bien, d'accord? Est-ce que oui, c'est une bonne affaire? Voilà. Alors, à moins que ça soit une mauvaise affaire, mais bon, là, auquel cas, on en retombe à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est la base d'avoir une bonne affaire. On est investisseur quand même, hein, on n'est pas là pour faire de la figuration. Quand on est investisseur, on va apporter un bien rentable, un bien qui gagne de l'argent. Évidemment, c'est un argument auprès de la banque.
c'est d'amener ce qu'on appelle un business plan, en fait. Vous allez montrer des loyers, vous allez montrer parfois la location courte durée dans le business plan. Donc après, là, il va falloir faire une étude un tout petit peu plus avancée. Vous allez amener donc des loyers, des revenus en face d'une dépense et prouver que les revenus sont bien supérieurs à cette dépense et que le projet gagne de l'argent. Tu nous rappelles le taux de succès de nos courtiers? Alors, en moyenne, pour tout le monde, on a dépassé 90% cette année. Ouais. Donc, effectivement, c'était assez facile quand même d'aller se faire financer dans sa banque historique quand on est investisseur depuis quelques temps, jusqu'au mois de avril, mai, juin. Mais depuis, tous nos élèves viennent nous voir, nous demander. Alors, ils nous demandent, des fois, hier soir, j'ai reçu un message WhatsApp encore d'un de nos élèves qui me demandait Renaud, est-ce que tu peux m'envoyer le contact du courtier? Je lui ai envoyé dans la foulée et c'est parti. Donc, il va avoir rendez-vous au pire lundi avec le courtier pour étudier son dossier et lancer le dossier. C'est que lui, il a commencé à prendre un peu de retard. Je lui ai dit la première chose à faire, c'est d'aller négocier, de proroger un petit peu le compromis pour repousser la date limite du compromis, en fait. OK. Donc l'idée, c'est que vous puissiez anticiper tout ça, et donc vous savez que votre dossier va passer à partir du moment où c'est un bien rentable. C'est quoi les projets que vous étudiez en ce moment, ceux qui participent là aujourd'hui? En 2 mots, si vous avez envie. Sinon, et sinon, on va en rester là pour aujourd'hui. Ah bah là, gros pavé là. OK, Ricky. Donc tu as un compromis, tu n'as pas encore vu ta banque. Alors, je t'engage quand même à aller voir ta banque habituelle. Donc, n'attends pas 1 mois et demi pour aller la voir. Hein. Si tu as un compromis là dans quelques jours, c'est top. J'espère que ça me vient rentable. Va voir ta banque habituelle qui t'a peut-être déjà financé. Je ne sais pas si tu as déjà des investissements. On ne se connaît pas encore assez, mais ça va venir. Pour aller faire financer ce bien, vois si tu le fais passer en nom propre ou en SCI, hein, tu l'as compris, et après discussion avec ta banque, effectivement. L'idée, c'est de voir un petit peu ce qu'il te propose, les conditions qu'il te propose. Projet 355 kilos pour 3600 par mois, c'est bien, bravo, joli. Donc tu frises, il était à peu près à 12%. Le cash flow est un peu bas par rapport au montant total. C'est quoi qui plombe? C'est taxe foncière? Taxe foncière, ouais, a priori, ça pourrait être ça, ou des grosses charges quelque part. Bon, après, en soi, c'est bien, hein. Attention, je suis pas en train de critiquer. C'est juste que sur un montant d'investissement aussi important, j'ai l'habitude de voir des cash flows un peu plus élevés. Donc j'aurais vu plutôt 900, entre 900 et 1100 euros, quoi, pour des 1000. C'est pour ça que je me pose la question. Après, ça peut être la façon de calculer et t'approvisionner pas mal de. Ou alors c'est la sécurité. Voilà. T'as mis une grosse sécurité dans ton calcul de cash flow. Mais c'est bien, Ricky, bravo. Ah ouais. Effectivement, un projet comme ça doit être financé. Ah oui. Attends, ça rapporte de l'argent, ça doit être financé. Oui. Tu nous diras. Alors, surtout, le problème, c'est que dans les banques classiques, ils peuvent te demander un apport. Et là, si tu prends une hypothèse de 10%, on te demande quand même 35 000 euros. Donc, ça peut valoir le coup de passer par un courtier, ne serait-ce que pour pas avoir à mettre à l'apport. Ouais, clairement. Donc, du coup, dans ta gestion de trésorerie, tu vas conserver 35 000 euros, il va vachement t'aider. Voilà, ça va fluidifier les choses. C'est déjà loué, tu as une TF à 4002, ok. C'est un poil élevé, mais c'est pas cata non plus. Oui, non, c'est un standard. Ouais, c'est assez standard. Bon, après, ça dépend du calcul. Je sais pas si tu fais partie de nos élèves, je crois pas. En tout cas, je reconnais pas ton nom, Ricky. Donc, ça dépend du calcul que tu as appliqué et des marges de sécurité que tu as prises. Effectivement, si tu prends plus de marges de sécurité, évidemment, tu as un résultat cash flow théorique moindre. 95 000 d'apport, ils t'ont demandé. Wow. Ça commence à piquer. Ouais, c'est ça, c'est beaucoup. Hein. Écoute, Ricky, si tu veux, tu prends un rendez-vous avec nous, on va t'expliquer, on va déjà faire connaissance, et puis on va t'expliquer comment ça fonctionne avec nos courtiers. Il n'y a aucun souci. Pour en discuter avec toi, si tu as envie, tu peux prendre un rendez-vous. Les autres aussi, vous pouvez prendre un rendez-vous. Ben, non, c'est moi qui ai mis le lien. Ouais. Ben, tu m'as envoyé le lien que j'ai mis sur le chat. Pour prendre un rendez-vous avec nous, si ça vous intéresse, déjà de discuter de vos projets, éventuellement de rentrer à l'école et du coup d'avoir accès aux courtiers de nos élèves. Aux courtiers au pluriel, puisqu'on vous a expliqué qu'on a des courtiers, dans différents cas, on vous propose un ou l'autre de nos courtiers, puisqu'on fait effectivement, on est là pour aussi aiguiller les gens et être le plus efficace possible. Donc, il n'y a aucun problème, ça va faire
Ah, nous, on veut que ça marche pour vous. Ça vous fait avancer. Donc, on vous oriente tout simplement vers le bon courtier qu'on a. Exactement. Compromis pas signé, j'ai reçu un projet compromis, mais j'ai eu des observations. Oui, ok, tu y es là dans quelques jours. Donc, C'est pas un problème. nickel. Ouais, Ça, c'est pas du tout un problème. Au contraire, même certains de nos courtiers aiment bien qu'on commence à anticiper, à prendre rendez-vous avec eux, etc. Préparer le dossier, si je préfère, avant le compromis. Avant, effectivement, on allait aux banques avec le compromis. Mais là, comme il y a un peu plus de travail de préparation par le courtier, il aime bien que ça commence un peu avant que le compromis soit signé. Voilà. C'est pas un problème. C'est ça. Une fois que tu as trouvé le bien rentable, que tu l'as négocié, que tu as l'offre contre-signée, à partir de là, on a le droit, nos courtiers nous ont donné le droit d'envoyer nos élèves pour aller discuter avec eux et commencer à préparer le dossier, parce qu'il y a quelques pièces à aller chercher, parce qu'il y a, il y a des choses à préparer. Et puis, une fois que le dossier est prêt et qu'il manque juste le compromis, tac, dès que le compromis est signé, ça permet d'aller voir ensuite les banques. Parce qu'on a quand même des délais derrière. Ils ont quand même des délais même s'ils ont les bons contacts, ils ont des délais de traitement, des délais pour obtenir des offres. Mais ce qu'on vous disait depuis tout à l'heure, c'est que nos élèves ont des offres cette année, des offres de crédit pour les projets rentables. Et sans apport. C'est ça. Ça change pas mal de choses. Quoi. Oui, tu as raison. Il faut bien anticiper, Ricky. Dans tous les cas, il faut anticiper. C'est très bien, tu as pris des contacts. Je ne sais pas si tu as déjà investi, mais contacte la banque qui t'a déjà financé des investissements, contacte ta banque perso, parce que c'est ceux qui te connaissent le mieux. Et donc, si tu as un profil propre, c'est aussi une bonne idée. Après, on discutera au téléphone, tu vas prendre un rendez-vous, pas de problème. Non, mais en soi, c'est pas un problème avec le courtier. Hein, voilà. On a juste bien prévenir le courtier des banques qui ont déjà été approchées par toi, en direct. C'est tout. Hein. C'est pas contraignant. C'est ça. Eh ben, écoute, on est dans les temps. Ça fait. On arrive à tenir les délais. Hein, c'est bien. On va vous laisser là. Merci Ricky, merci Tristan de votre participation. Merci aux autres d'être venus nous voir. Et on vous dit, très probablement, on vous enverra une invitation, mais très, très probablement, samedi prochain, à la même heure. C'est ça. Allez, ciao. Salut.